Et voilà, je pense que c'est bon. On est en live sur toutes les plateformes. Instagram, c'est bon. YouTube, c'est bon. Et voilà. Alors aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? Eh ben, on va parler de un sujet auquel je suis en plein dedans, c'est-à-dire faut-il euh, épargner ou faut-il rembourser une dette? Donc vous allez me dire oui, évidemment, une dette, il faut toujours la rembourser. Mais ce que je veux dire par là, c'est faut-il rembourser de manière anticipative ou chercher à ne plus être endetté aussi? Parce que ça, c'est une des choses que je pensais au début. Vite, le plus rapidement possible, ne plus être endetté. Et maintenant, j'ai complètement changé d'avis. Déjà, de un, on se rend compte qu'endetter, c'est quand même assez compliqué. Donc d'avoir un crédit, d'obtenir en fait un financement, c'est assez compliqué. Donc je vais vous répondre tout de suite à la question et après je vais un peu argumenter tout ça. Pour moi, il vaut mieux épargner et ne pas chercher à rembourser trop rapidement une dette. Mais il y a différents points sur lesquels je vais parler de ça. Alors, le premier point, bien sûr, c'est le taux d'intérêt. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des taux d'intérêt, et je pense que c'est pour ça, dans plusieurs religions, je crois que j'en ai déjà parlé, euh, ils interdisent ça, ou en tout cas, enfin, ils interdisent pour être noir ou blanc, c'est beaucoup plus clair, et pas dire, ah oui, mais là, si le taux est à 4 par rapport à la conjoncture économique, patati patata, ils disent, bon, voilà, vous en faites pas, c'est plus simple. Parce que dès qu'on arrive sur des taux qui avoisinent les 10, les 15, les 20, les 30. Il y a aux États-Unis des trucs où ils appellent ça le prêt fin du mois difficile et où il y a des taux mais démentiels quoi. Et du coup, ça n'a aucun intérêt. C'est très risqué et tout ça. Et donc ça, c'est le premier facteur. C'est vraiment celui-là, c'est-à-dire si vous voulez vous désendetter d'un prêt, ah ben, débarrassez-vous en priorité de celui-là qui a le taux le plus élevé. Ça, le premier des conseils. Et on voit aussi la DOM, ou en tout cas moi je la vois, c'est quand tu réussis à avoir un taux pour de l'immobilier qui avoisine, qui est aussi entre un et 2. En fait, l'argent là qui était prêté était vraiment, comme on appelle, de l'argent gratuit. Parce que maintenant, quand tu passes à 2, à 3, à 4, même à 5, tu te rends compte en fait que ça devient énorme et ça change complètement la donne. Bon, faites pas des raccourcis, c'est pas parce que les taux sont élevés que je vous ai dit de plus rien acheter, hein. Et ça, c'était le premier critère. Le deuxième critère, euh, c'est moi que je suis confronté à ça en ce moment, c'est que rien ne se passe comme prévu. Alors c'est vrai que quand on demande de l'argent à prêter à des gens, et je pense que c'est pour ça que ça dénature aussi souvent, c'est que si on demande de l'argent à prêter, c'est qu'on a besoin d'argent, forcément. Et c'est pour ça, comme dirait le dicton des banques aussi, ne prête jamais de l'argent à quelqu'un qui en a besoin. Parce que quand on réfléchit un peu, ben, on se rend compte aussi que c'est une prise de risque en fait. Et moi, que ça soit pour des rénovations qui sont mal passées, différentes choses, aléas en fait, j'ai dû faire appel à ma famille pour me prêter de l'argent. Et ça vous met dans une situation de porte-à-faux par rapport à ça. Après, euh, quand vous êtes dans ce cas-là, tomber en faillite, on va dire, ou ne plus savoir rembourser les gens, c'est pas possible. Donc, reporter une échéance ou en tout cas la décaler, c'est toujours le mieux qu'il y a à faire. Ça sert à rien de vous mettre dans le rouge et après plus savoir ni manger ni payer. Après, évidemment, si vous partez tout le temps en vacances et vous ne remboursez pas les gens, ça devient problématique. Mais donc voilà, si j'avais pu changer la situation, je l'aurais fait. Mais on se rend compte aussi, et même des plus grands investisseurs, quand ils voient en fait en réalité le dossier qu'il faut rentrer,
et tout ça, ça devient vraiment compliqué pour des montants, on va dire, je sais pas moi, même 10 000 ou 20 000 euros, hein. Donc c'est pour ça qu'on passe par un chemin plus facile. Donc voilà, il y a la famille, il y a les amis, et puis il y a l'État. Alors, bon, la famille, j'en ai déjà parlé. C'est sûr que ça met aussi des tensions dans la famille. Donc ça, c'est pour ça qu'on essaie aussi d'éviter ce genre de choses. Bon, après, moi, en l'occurrence, je pense qu'ils sont totalement au clair sur le fait que l'argent va leur être remboursé. Donc voilà, ça c'est la première chose. Après, les amis aussi, demander de l'argent à des amis, ben, il y en a qui vont vous le prêter euh, sans intérêt, d'autres avec intérêt, et d'autres qui veulent même pas en entendre parler. Il y a des gens auxquels on pensait qu'ils allaient vous prêter plus facilement, alors qu'ils vous donnent même pas 1000 balles. Après, c'est un choix, hein, je dis pas non plus, et ils sont surtout pas dans l'obligation de ça. Et après, on a d'autres personnes, on est très étonnés, et eux vous prêtent des montants plus importants. Donc, euh, donc voilà. Et puis il y a l'État. En l'occurrence, là, euh, j'avais eu un, un retard sur la TVA et directement il y a des pénalités qui apparaissent chez eux très 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 rapidement. Et donc, qui remboursait en premier? Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire ah oui, la famille en premier. Euh, mais après, quand l'État est sur vos côtes et que vous mettez des frais de retard et tout ça, euh, vaut mieux quand même, d'un point de vue économique, les rembourser eux en premier. Et l'autre point, comme j'en parlais dans la première question, c'est aussi avoir de l'épargne de côté. Donc là, j'étais bien descendu dans ma trésorerie. Et c'est assez paradoxal parce que en termes de rentrée maintenant, j'ai jamais eu des rentrées comme ça. Euh, donc vraiment ce qu'on pourrait appeler le salaire ou les rentrées. Surtout que j'ai retrouvé un job chez Deleuze. J'en parlerai un peu plus après, mais bref, j'ai jamais eu autant d'entrées et on va dire ce qu'on peut considérer comme être riche, hein, quand on demande aux gens ouais c'est quoi être riche, ben voilà c'est ah tu gagnes combien, tu gagnes 100. Et pourtant c'est un des moments dans ma vie où je me suis jamais senti aussi pauvre et aussi un peu dans l'instabilité. Pourquoi? Parce que il y a ces montants-là à rembourser euh, à la famille, euh, la TVA et tout ça. Et donc, du coup, voilà, je trouvais ça intéressant de vous le partager. Et il faut le vivre pour le comprendre. Parce que tout le monde va dire, ouais, t'exagères et tout ça. Mais pas avoir un petit matelas de sécurité, c'est quand même problématique. Donc, quel est mon plan d'action? J'ai déjà pris depuis un mois. C'est essayer de récupérer un bon petit matelas de sécurité. En l'occurrence, on va aller chercher les 10K pour voir tous les imprévus qui peuvent se passer dans la vie de tout un chacun. Et ça, peu de personnes en parlent. Et, et c'est pour ça que moi, je voulais vous partager de ça. Exemple de ma situation actuelle. J'attendais les primes de SPW Wallonie pour les châssis que j'ai changés, pour la chaudière, pour ci, pour ça. Il y avait bien, à mon avis, je sais pas par audit, mais à mon avis, c'était bien par audit. Allez, les châssis à changer, la chaudière et peut-être deux, trois trucs. Sur des devis de réparation à, je sais pas moi, 70 000, 80 000. Il y avait bien 7 ou 8 000 balles à aller chercher, peut-être 10, 12. Et ça, j'en ai eu pour un de mes premiers logements qui a été construit, enfin rénové il y a quasiment 6 ans maintenant. Et, et j'ai fait la demande de ça il y a 2 ans et j'ai toujours rien. Donc il y avait de l'argent qui devait arriver, qui n'arrive toujours pas. Pour un bien. Il y en a un autre aussi que j'ai fait, qui sont en retard. Il y a eu mon impayé de loyer. Donc dans la trésor, c'est pour vous situer un peu, hein. Je m'attendais à recevoir là 8 à 10 000 balles de primes. Je les ai toujours pas. Il y a eu l'impayé du
non, pardon, du meilleur locataire, je ne peux pas citer son nom, mon ami Vasil Popovici, je vous le recommande fortement d'ailleurs, qui, euh, qui me devait 8 000 balles. Donc on est à 20 000 balles de trésorerie qui sont plus là. Puis il y avait aussi les impôts où je comptais retoucher. Il y a eu ensuite la golf. Et comme ça, de fil en aiguille, euh, ah ben on se retrouve avec un décalage de trésorerie qui avoisine les 25 à 30 000 balles, comme ça. Alors que je suis dans une situation où je gagne de l'argent et tout ça. Et c'est pour ça quand on parle de cash is king et que c'est important de garder de la trésor, il y a même des grandes boîtes comme ça qui brassaient des sommes énormes et à un moment donné ils n'ont pas eu de la trésor nécessaire et ils se sont retrouvés en difficulté. Je vais un peu abaisser ça. Est-ce que ça... Donc du coup, voilà un peu ma situation perso. Bon, après, je vous rassure, je me suis remis à retrouver du boulot. Tous mes locataires, tous mes autres locataires maintenant en payent. Mais je me rends compte aussi au tout début, je me dis, ouais, mais je comprends pas trop la banque, pourquoi ils veulent pas continuer tout ça. C'est qu'ils doivent se dire certainement, eux, que si à un moment donné, il n'y a plus aucun locataire, parce que ça c'est aussi une question qui revient assez souvent, s'il n'y a plus aucun locataire qui paye, qu'est-ce qui se passe? Dans mon cas, à moi. Quel est mon niveau de survie, on va dire, combien de temps je pourrais tenir comme ça? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne pourrais pas tenir indéfiniment. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, si j'ai plus aucun locataire qui ne paye plus aucun loyer, bah, je ne peux pas tenir comme ça pendant 15 ans. Ça, c'est clair. Et je pense que c'est comme ça que la banque voit aussi certains clients et ce rapport de risque en se disant, bon, j'ai pris le cas extrême, hein, mais donc en se disant, voilà, j'ai pris assez de risque sur lui, c'est bon, je m'arrête. Donc voilà un peu pour le petit sujet du jour, épargner ou rembourser ses dettes. Et voilà pourquoi aussi, parce que c'est une autre question que euh, une personne m'a posée, qui me dit, attends, et même mes collègues en fait, maintenant au travail, ils se disent, attends, le gars, t'as une société, t'as acheté de l'IMO, et tu reviens quand même bosser. Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai plus de trésorerie, quoi. Et, et un des moyens les plus rapides comme ça, je pouvais plus trop attendre là, j'étais un peu au pied du mur, c'est se remettre à bosser. Puis je vais enchaîner maintenant avec l'autre sujet du jour, qui est la série de la semaine, et quelle est la corrélation avec l'immobilier, et dans quoi ça peut vous entraîner. Alors la série c'est The Madness, en gros je vais pas trop vous spoiler, ça se laisse regarder, c'est plutôt pas mal. C'est un mec qui part vivre dans un petit chalet dans les Poconos. Je sais pas du tout où c'est, j'ai juste retenu le mot, donc vous taperez sur Google, vous regarderez. Et il part là, et en fait il se retrouve dans une maison, je crois qu'il devait écrire un livre ou je sais pas trop quoi. Il croise un voisin qui dit, ah si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, venez chez moi, pas de souci. Et finalement une coupure de courant, il va chez lui, et il découvre un problème. Euh, un problème physique avec le voisin, je vous en dis pas plus. Et bref, il est entraîné dans différentes histoires, différents niveaux d'implication. Et du coup, il se retrouve dans la merde, quoi. Et bon, voilà, je vous laisse regarder la série. Mais la corrélation avec l'immobilier, c'est qu'il y a un de mes biens, là, qui a été fait par un entrepreneur, en l'occurrence Kylian. Salut Kylian, si tu nous écoutes. Et au début, tout paraissait bien fait. Bon, maintenant, ça fait 6 ans, comme j'avais dit, c'est le premier bien en question. Et il y a eu beaucoup de soucis qui sont apparus par la suite. Donc, le devis, voilà, j'en ai eu pour mon argent, entre guillemets, j'avais pas payé cher les rénovations, mais il y a eu pas mal de soucis qui sont arrivés. Donc, je fais un récap.
C'est que parfois tu rencontres quelqu'un, il te paraît très très bien, il te paraît amical, et il peut te rapporter beaucoup beaucoup de problèmes. Exemple, qu'est-ce qui s'est passé avec Kylian? Il avait raccordé l'eau chaude sur les toilettes des WC. Et donc, la toilette était chaude. Bon, en soi, c'est pas un gros problème, mais tu dis quand même, mettre de l'eau chaude pour tirer la chasse, c'est un sacré niveau de luxe. Deuxièmement, tous les raccords d'évacuation de la douche, bah, il n'avait pas collé ça. Je ne sais même pas s'il avait serré ça. Et du coup, quand il y a des bouchons de cheveux qui se créent, ah ben, l'eau elle remonte dans le circuit d'évacuation. Et au niveau du raccord où c'est pas collé, il y avait, vous voyez, des petites colles PVC comme ça qu'on met dans les piscines. Ah bah du coup, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai eu ça à deux reprises, trois reprises. L'eau déborde par là, coule sur le plafonnage, fait des taches d'humidité. Toi, tu casses, tu répares. Enfin, il l'a fait une première fois au début, mais il n'a pas solutionné le problème à la source. Et du coup, hop, rebouchon, replafonnage qui pète et tout ça. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, dans ce cas de figure-là, si personne ne cherche à comprendre le pourquoi du comment et d'où vient l'origine de la fuite, ben en fait, les gens, ils sont très contents, quoi. Ils disent, voilà, ça c'est un problème que je connais bien, je viens, je répare. Et moi, je paye, évidemment, quoi. À chaque fois, tu payes, tu payes. C'est réglé, ouais, ouais, regarde le plafonnage, il est bien fait. Mais le truc, en fait, c'est pas refaire le plafonnage le plus important, c'est de trouver la source de la fuite. Et ça, euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Il y a plus personne qui est impliqué, quoi. Donc, c'est-à-dire, tu fais appel à des gens, ouais, déjà, c'est des petits boulots et tout ça. Mais ils en ont rien à secouer, en fait. Eux, plafonnage, ok, tac, on facture et tout ça. Et ils te laissent dans la merde. Et c'est pour ça que le niveau d'implication et de recherche, c'est une problématique dans l'immobilier par rapport à ça. Parce que si moi je ne veux pas mettre mon nez dedans, ou si tu n'as pas un bon entrepreneur qui va creuser et peut-être passer une heure ou deux, et en fait au final, je ne vais pas dire que je vais payer les gens pour juste chercher des trucs et ne rien trouver, mais bien sûr, moi ça m'intéresse de payer 50, 100, 250, même 300, même 400, 500 euros de plus pour trouver ça. Ça m'aurait évité de repayer ça en permanence et, et de refaire les réparations en continu, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Après, c'est pas fini. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu euh, dans les douches, et j'en discutais avec un autre ami qui est dans l'immobilier, qui a fait les, les rénovations de sa résidence principale, qui était d'ailleurs à l'école avec moi, à l'ITP, il se reconnaîtra s'il écoute ça, que j'ai perdu de vue depuis des années, et puis je le retrouve dans un cercle d'investisseurs. Donc c'était plutôt marrant, quoi. Et il me dit en fait que tous les corps de métier qui viennent, ils en ont rien à secouer de rien. Et il en fait venir beaucoup, hein. Et il dit que ça, il avait vraiment sous-estimé l'énergie mentale que ça prenait de... Et surtout, bon, lui c'est pour sa résidence principale, tu vois. Donc c'est de trouver quelqu'un qui s'implique, qui fait bien les choses, qui, qui te fait un compte rendu, tu vois, des photos et tout ça. C'est très 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 compliqué. Et je pense que ça, c'est un frein quand on voit l'horizon 2050, ramener tout en PEB, B ou C. Jamais de la vie, en fait. Jamais de la vie parce que. Et c'est pas des métiers faciles, hein, je dis ça. Moi, j'ai déjà mis aussi la patte dans l'immobilier, donc voilà, c'est pas pour cracher, mais c'est une réalité, c'est une triste réalité. C'est un métier pénible où tu dois réfléchir sur pas mal de trucs et être consensuel tout ça. Et on n'en trouve pas beaucoup. Donc on avait ça, puis j'ai eu quoi dans ce bien-là? J'ai eu la fausse douche à l'italienne avec un petit tub de douche où euh, les joints, en fait, c'était les joints de silicone qui n'étaient pas bien faits, donc pas avec le bon silicone. Euh, Après, j'ai déjà utilisé les produits Action, hein, pour pas les nommer, des trucs très bien chez eux, mais des trucs adaptés pour salle de bain et d'autres, un vieux mastic qui coûte moins cher et qui n'est pas adapté pour ça. Et bref, que ça soit à l'intérieur et à l'extérieur sur le sol, bon, il y avait aussi toute la partie en dessous qui n'était pas bien, pas faite dans les règles de l'art. Et en fait, il avait posé une,
une paroi en fait de douche où tu as le tub qui vient là, enfin c'est pas évident de le montrer à la caméra, qui vient comme ça. Et de cette paroi-là au tub de douche, l'étanchéité, c'était juste un joint de silicone. Donc c'est-à-dire qu'en dessous, tu avais vraiment du vide, c'est même pas comme s'il y avait, je sais pas moi, un peu de mortier, un mur, t'avais rien. Donc je me dis, tu fais une salle de bain comme ça, enfin même le gars qui a fait ça, quoi, il se dit, mais je sais pas moi, même un débutant, même moi, j'aurais pas osé prendre ce tel niveau de risque. Et pourtant, il l'a fait. Et ça, tu le remarques bien plus tard. Et quand je discute avec d'autres investisseurs immobiliers, il y en a pas mal aussi à me dire, ce qui crée un souci dans le parc immobilier belge, ce qui crée un souci pour les locataires, ce qui crée un souci pour les banques, pour les propriétaires, en fait pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, la banque, elle vous a prêté de l'argent, vous avez fait des travaux et ils sont mal faits. Mais du coup, comment on fait? Alors bon, là en l'occurrence, c'est un petit souci. Bien que j'avais fait certains devis et j'ai eu aussi des gens qui m'ont dit, oh là là, ça, mon ami, il faut refaire toute la salle de bain. Donc ils vont rechercher encore euh, genre 7, enfin 6, 7, 8, 10 000 balles pour refaire une salle de bain, alors que tu peux quand même trouver des solutions, euh, essayer de détecter déjà le problème et essayer de t'en sortir. Donc c'est-à-dire pour refaire les cartouches de silicone ou remettre un petit profilet en plastique, ben voilà, ça te fait, allez, à tout casser, je sais pas moi, en matos, 20 balles, 30 balles, 50 balles. Donc la différence entre ça et 7000 balles, ça fait quand même une grosse différence. Mais bon, l'autre point, c'est qu'il y a certains propriétaires qui sont pas du tout manuels. Et j'ai rencontré une personne qui m'a dit, ouais, le propriétaire, il laisse la salle de bain, les joints sont mal faits et tout ça. Mais ce que je lui disais en fait, parce que maintenant je suis un peu de l'autre côté de la barrière, c'est que si ça se trouve, ton propriétaire, lui, il voulait bien faire. Moi, je connais aucun propriétaire qui veut mal faire. Il a fait faire cette salle de bain à un gars. Il l'a mal faite. Il l'a payé. Maintenant, il n'a plus d'argent, il est dans la merde. Qu'est-ce qu'il peut faire, le propriétaire? Ben, il est bien embêté, surtout s'il n'est pas manuel. Et du coup, ben, il se retrouve avec un bar, avec une salle de bain mal faite sur le marché. Donc la banque, elle se dit, moi j'ai financé un truc qui n'est pas très bien fait. Le propriétaire, lui, il se dit, j'ai une salle de bain qui n'est pas bien faite, mais moi je suis pas du métier, donc je sais pas faire. Le locataire, lui, il se dit, ouais, mon propriétaire, salaud de riche, il a plein de fric, il a payé le moins cher possible et il me laisse dans une salle de bain pas terrible. Et voilà comment tout le monde est perdant. Et c'est pour ça qu'en fait le niveau d'implication et de suivi est super super important. Alors je dis ça, mais j'ai le contre-exemple aussi parfait, c'est-à-dire que j'ai un entrepreneur aussi qui a super bien fait les travaux, vraiment. Il m'envoyait un suivi avec des photos toutes les semaines. Euh, les gens étaient là sur le chantier à 8 heures du matin et finissaient à 17 heures. Et c'est tous des petits signes comme ça qui ne trompent pas. Quand tu vois sur l'autre chantier que t'as un gars, alors que t'es même toi-même le propriétaire, qui vient et qui n'arrête pas de taper la causette avec toi, qui fait des pauses clopes et tout ça. Je dis pas que c'est aussi noir ou blanc, il faut vous fier que à ça, hein, mais, mais ça veut quand même en dire beaucoup, ces points-là. Donc faites vraiment attention à ça parce que du coup, ça peut vous mettre dans des situations assez délicates. L'autre point aussi sur les anecdotes IMO, que j'aimerais bien mettre en avant, c'est que de nouveau j'ai entendu pas mal de gens dire ouais la colocation c'est terminé, le marché s'est tendu. Et c'est vrai que ça, en tout cas sur Charleroi, ça s'est bien tendu parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais en tant que proprio, ça aide déjà pas mal de répartir le risque en fait sur quatre têtes au lieu que d'une seule personne. Et ça, vous avez beau dire tout ce que vous voulez, et ça se passe aussi dans le Brabant wallon,
parce que cette même collègue avec qui je travaillais, elle cherchait un logement ici, et elle me dit, ouais, mais les propriétaires, maintenant, eux, ils préfèrent prendre, même dans le BOE, louer deux, trois, même trois chambres, en fait, hein, ou même deux chambres, parce qu'au moins le risque est réparti, quoi. Je sais pas quel est le niveau d'impayé et tout ça, mais je vous promets que quand vous avez déjà vécu un impayé et vous dites, putain, c'est quand même vachement problématique, en tout cas, les lois sont faites comme ça, que, qu'une personne ne vous paye pas, quoi. Donc voilà, je jette une petite bouteille à la mer, où il faut redonner plus de pouvoir aux gens qui payent pas, en fait. Hein. Je dis pas aux gens de vouloir mettre les gens derrière, mais pouvoir être un peu plus strict là-dessus. Soit bah, les gens, de manière humaine, vont chercher à avoir le moins de risques possible. Et by the way, le Roumain qui avait été mis dans la maison par l'autre Roumain qui disait non, prends pas ce gars-là, c'est des Roumains gitans et ils sont très. C'est pas bon et tout ça, ils vont te voler tout ça. Eh ben, devinez quoi, ils ont payé leur loyer. Et l'autre me répond plus du tout au message. Hein. Mais donc voilà, pour casser un peu les a priori là-dessus. Quand c'est bien, je vais le dire. Hein. C'est vrai qu'ils ont une très mauvaise réputation, mais là, en l'occurrence, franchement, je les avais rencontrés et rien à redire, tout se passe bien. Ensuite, l'autre problématique IMO dans l'immobilier, c'est, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais le ghosting. C'est un truc que j'avais déjà parlé, mais je vais en revenir là-dessus. Parce que le fait de plus avoir de communication, ou en tout cas qu'ils vont répondre plus, bah, qu'est-ce que vous voulez faire à ça en fait? C'est super, super problématique. Donc là, j'ai une locataire qui me devait toujours de l'argent. Donc ça, c'est aussi un truc que je le sais, je le dis, et pourtant j'ai fait l'erreur avec les mois de caution, de toujours attendre d'avoir les mois de caution alors de faire rentrer quelqu'un. Et là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait. Et elle me mène en bateau. Et elle me raconte que si, que ça. Mais elle mélange sa vie privée avec ça. Alors, bien sûr, si ton enfant est à l'hôpital ou s'il y a un problème de vie ou de mort, ok, je dis pas. Mais là, ça passe de mon enfant est à l'hôpital, ma grand-mère est décédée, je me suis coupé, oh merde, il y a le lait qui bout. Et comme ça, de mois en mois. Et on est clairement, en fait, le problème dans cette situation, c'est un manque de confiance hein, qui est occupé à s'installer. Et du coup, enfin en l'occurrence, elle, j'ai plus aucune confiance à ce qu'elle me dit. Donc voilà. Pareil pour l'autre où elle devait sortir son fameux fauteuil du truc, qu'elle ne fait pas. Elle ne fait pas du tout. Euh, J'aimerais bien, pour les cafards qui venaient de chez elle ou tout ça, j'avais demandé la facture, elle ne fait rien. J'aimerais bien lui remplacer sa chaudière parce que là, donc là, elle est dans une situation, elle est dans un appart où elle a plus de chaudière. Et nous, on veut lui mettre une nouvelle chaudière, mais elle ne me répond pas. Comment est-ce que je fais? Mettez-moi ça en commentaire. Dites-moi comment je fais. Parce que je ne peux pas rentrer chez elle, elle ne me répond pas, aucune communication. Donc ça, c'est la pire des situations. Euh, pour moi, c'est la non-communication, où il n'y a plus aucune communication. C'est très, très compliqué parce que vous êtes dans un cul-de-sac à ce moment-là. Donc voilà. Les autres petits points sur lesquels je voulais parler, c'est que j'ai un commerce à louer à Charleroi, au rez-de-chaussée. Alors ça, c'est aussi une autre grande question, à savoir, est-ce que il faudrait pas tous les commerces, pour une ville comme moi, par exemple, où il y a d'autres villes, hein, même à l'Esplanade, où on voit maintenant où il y a pas mal de vitrines vides. Du coup, est-ce que les loyers sont trop chers? Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il y a trop de commerces maintenant? Est-ce que le monde est plus adapté à autant de commerces physiques? Je me pose la question parce qu'en tout cas, dans cette rue-là, à Charleroi, le problème, c'est qu'il y a d'autres commerces qui sont vides et qui sont vides depuis pas mal de temps. Il y a un café là aussi qui a été vendu parce que avant on disait ouais l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Ok, c'est vrai quand t'es sur une ville, je sais pas moi, Paris, les Champs-Élysées, là t'as encore beaucoup de monde qui passe à pied. Mais
le style de vie des gens a pas mal changé et ils restent chez eux et ils commandent sur Amazon. Et du coup, avoir un bon emplacement dans une rue, est-ce que ça vaut encore quelque chose? Je sais pas. En tout cas, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, contactez-moi. Et d'un autre côté, le grand paradoxe de ça, c'est qu'on dit qu'il manque de logements et il y a plein de rez-de-chaussée commerciales euh, à- disponibles sur le marché. Alors évidemment, si on dit oui, peut-être qu'ils ont peur que tout le commercial va se transformer en résidentiel. Pourquoi pas essayer de tenter une, je sais pas, une formule mix, style habitation, logement. Et, je sais pas. Je vais pas creuser la question, mais si vous avez une petite idée sur ce qu'on pourrait mettre en place, j'ai jamais vu aucun politicien parler de ça, mais mais il y a des choses à faire là-dedans. Donc voilà, j'ai fait le tour de ce sujet ici. Épargner ou rembourser anticipativement une dette. Clairement, cash is king. Récupérer un peu de trésor. Et voilà, voilà. Je comptais tester aussi dans ma quête de récupérer le plus rapidement possible 25 000 euros. Ça va être un peu peut-être le fil rouge de l'année 2025 où vous en parlerez de ce que j'ai fait. Euh, Il y a un autre sujet, c'est les flexi-jobs aussi, VTC et tout ça. Je remarque qu'il y a pas mal de gens en fait. Alors est-ce que c'est un choix ou est-ce qu'on les a un peu poussés dans cette direction? J'en sais rien. Mais je trouvais la formule sympa d'avoir en fait un pied ou trois quarts d'un pied dans une entreprise et un autre quart dans une autre entreprise et de voir un peu comment le vent souffle et pouvoir changer. Donc si jamais vous entendez des boulots en flexi-job ou des petits trucs style de 10 à 12 heures par semaine, ça peut m'intéresser. Et moi, je vous ferai un débrief un peu de tout ça. Donc là, j'étais engagé, moi, en CDD pour 3 mois. On va voir comment ça va évoluer. Et voilà pour cet épisode 17. Je vous dis ciao ciao, à bientôt.